Oui, c'est complètement copié de Squeezie, mais c'est issu du Japon et comme la société japonaise et ses mœurs sont différentes que celles qu'on a en Europe, les situations sont différentes aussi, mais pas trop pour qu'on puisse s'identifier au personnage. Enfin bref, je vous en dis pas plus, on commence tout de suite avec la première histoire, celle de Ina, mais avant, changement d'ambiance. C'est plus dans le thème. L'histoire se passe dans les années 2000 à Tokyo et Ina n'a à ce moment-là que 19 ans. À 19 ans, elle est à l'université depuis déjà 1 an et elle explique qu'elle travaille à côté dans une petite supérette pour payer ses frais de scolarité qui sont très chers au Japon. Ina vit avec son petit copain qu'elle a rencontré en première année d'université dans un petit appartement pour alléger ses frais. Si comme moi vous saviez pas ce qu'était un appartement, très simplement c'est des petits appartements de 2 étages qui ressemblent beaucoup aux motels américains et le gros avantage de ces petits appartements c'est que ça coûte pas cher. Pour la suite de l'histoire, Ida nous donne un petit schéma de son appartement en nous expliquant qu'il y a une entrée avec un dressing, ce qu'elle trouve plutôt cool, qui donne directement sur son salon salle à manger. Elle précise aussi que toutes les portes sont glissantes, chose très banale au Japon, sauf la porte de la salle de bain qui, elle, peut être fermée à clé. Un soir, Ina travaille à la supérette et se prépare à fermer la boutique puisqu'il est déjà presque minuit. Mais au dernier moment, un homme d'une trentaine d'années arrive à genre 23h59. Bon, Ina, ça la fait chier, mais techniquement le magasin il est pas fermé, donc le client a droit de venir et Ina le laisse donc rentrer. Le type fait ses courses, puis petit à petit commence à taper la discute avec Ina en lui demandant son prénom, son âge, pourquoi elle travaille aussi jeune, enfin bref, il apprend à la connaître. Ina, qui veut seulement que ce gars se barre pour qu'elle puisse rentrer chez elle, lui répond gentiment et finalement, au bout de quelques minutes, le type a fini ses courses, sort du magasin et Ina peut fermer la boutique. Arrivée chez elle, Ina, elle a cette drôle d'impression d'avoir été suivie ou bien d'être observée par quelqu'un. Je sais pas si vous voyez un peu cette sensation de... Vous avez l'impression que quelqu'un est là quelque part en train de vous regarder, mais que vous le voyez pas. C'est exactement ce que Ina ressent. Elle est sur son paillasson, donc elle est un peu en hauteur et elle en profite pour regarder aux alentours, mais rien. Personne. Forcément, il est minuit, donc les gens sont pour la plupart chez eux et c'est normal que la rue soit déserte, mais Ina, ça la rassure, vu qu'il n'y a personne, c'est sûrement qu'elle s'est mise à psychoter pour rien. Pendant qu'elle met les clés dans la porte, elle entend des bruits de pas qui viennent vers elle, vers sa gauche, et en tournant la tête, elle aperçoit son petit ami. Alors son petit ami, parlons-en, en fait, il est exactement dans la même situation qu'Ina, sauf que lui travaille jusqu'à minuit en tant que barman dans un bar du coin. Elle explique qu'il est plutôt costaud et que c'est pour ça qu'il a été recruté dans un bar, parce qu'au Japon, c'est pas rare de voir des Japonais avec une mauvaise descente devenir incontrôlables. Une semaine se passe et comme d'habitude, à minuit pile, Ina ferme le magasin et retourne chez elle. Elle déverrouille la porte et rentre dans son appartement, sauf que là, immédiatement, elle se sent pas bien. Normalement, au Japon, la petite entrée, elle sert à ranger ses chaussures, son manteau, son parapluie, etc. dans un petit dressing et éviter de salir les autres pièces. Sauf qu'Ina, elle a 20 ans et honnêtement, elle s'en fout un peu, elle se sent pas bien, elle est fatiguée et décide donc de jeter ses chaussures et son manteau par terre en se disant qu'elle rangera ça demain matin. On l'a tous fait. Avant d'aller se coucher, comme Ina remarque que son petit ami n'est pas là, elle décide de l'appeler à son travail avec son téléphone fixe. Son petit ami répond et lui dit qu'il sera en retard de 30 minutes parce qu'une heure avant, un homme complètement bourré a fait tomber plusieurs verres dans le bar et il doit donc le nettoyer avant de pouvoir rentrer. Pas de souci, Ina se dit que pour attendre son copain, elle va aller prendre une petite douche avant d'aller se coucher. Ina est donc désormais dans sa salle de bain et par réflexe d'intimité, même si elle sait qu'elle est tout seule, va fermer la clé derrière elle. Elle prend sa douche, elle se détend de sa journée, elle en profite un peu, et puis quand elle a fini, elle éteint la douche, et donc le bruit de la douche s'arrête aussi, et ça lui permet d'entendre des bruits de pas. En se concentrant un peu, Ina se rend compte que les bruits de pas sont juste derrière sa porte, et là, elle panique. Elle panique parce qu'elle sait très bien que c'est impossible que pendant la période de sa douche, son petit ami a pu nettoyer le bar, faire la fermeture et faire le trajet pour rentrer jusqu'à l'appartement. En plus, les bruits de pas se sont arrêtés quelques secondes après les bruits de la douche, comme si le mec dans le salon avait conscience qu'il fallait pas qu'il soit repéré par Ina. Au bout de quelques minutes de silence, Ina, qui se dit qu'elle a peut-être halluciné, s'apprête à se lever mais entend « Ina, c'est moi, ouvre, il faut que je me lave ». Ina est pétrifiée tout simplement parce que la voix qui vient de prononcer ces mots n'est pas celle de son petit copain. Cette fois, c'est sûr, il y a de l'autre côté de la porte dans son salon un homme qui s'est introduit chez elle, qui l'attend et qui visiblement la connaît. Par pure peur, elle crie de toutes ses forces en se disant que les voisins vont peut-être l'entendre et réagir, et même peut-être déclencher une réaction chez l'homme qui va peut-être fuir l'appartement. Sauf que la réaction, c'est pas du tout celle attendue, et en fait l'homme s'énerve et commence à crier sur Ina. Il commence à bourriner la porte de la salle de bain en disant à Ina que si elle lui ouvre pas, il forcera la porte. Malheureusement, Ina a beau crier, aucun voisin ne vient et elle commence à perdre espoir parce qu'elle sait très bien que dans son petit appartement de fortune, il faudra pas plus de 2 ou 3 minutes pour détruire la porte qui le sépare de la salle de bain. Au bout de quelques minutes, elle entend une porte être littéralement fracassée avec un homme crier en train de jeter des objets au sol. Ina, qui est complètement tétanisée, ne fait plus aucun bruit et se dit que le mec est en train de péter un plomb et de saccager son appartement.
Mais au bout de quelques secondes, la délibération est là et Ina entend « Ina, tu vas bien ?» Elle explique qu'au moment où elle a entendu ces mots, elle s'est mise à pleurer parce que cette fois, c'est bel et bien la voix de son copain. Après s'être remis de ses émotions, Ina ouvre la porte et voit son copain avec un point en sang et un homme allongé par terre dans son salon. L'homme, elle le reconnaît parce que c'est l'homme qui était venu une semaine plus tôt à 23h59 et qui avait voulu faire connaissance avec elle. Sauf que, détail important, elle remarque que son petit copain le connaît aussi. Bon, normalement, dans ce genre d'histoire, on ne sait pas trop ce qui se passe après la révélation, mais vous allez voir que là, on sait ce qui s'est passé. Et honnêtement, ça aurait pu vraiment être bien pire pour Ina. Après avoir parlé à la police, Ina et son copain confirment qu'il s'agit bien de l'homme qui était il y a une semaine à la supérette de Ina, mais aussi l'homme qui a saccagé le bar de son copain il y a 1 heure. En fait, l'homme en question avait pendant 1 semaine espionné Ina et son copain pour trouver un intervalle de libre où Ina serait toute seule. Et comme il a remarqué que le couple avait exactement le même emploi du temps, il s'est créé sa propre intervalle en détruisant le bar de son copain. Ils ont aucune preuve pour savoir comment le mec est rentré dans l'appartement, mais la seule possibilité c'est qu'il serait rentré par la fenêtre arrière de l'appartement qui était entrouverte. Ina nous explique que de toute façon il n'y a que 2 entrées, la porte et la fenêtre arrière, sauf que la fenêtre arrière est à 4 mètres de haut. Donc soit le gars avait un double des clés grâce à une connaissance, soit le mec est passé par l'arrière de la fenêtre et dans tous les cas ça fait flipper. Et dernière info, après avoir scruté l'appartement, Ina va découvrir où était caché l'homme. Dans un aussi petit appartement, il n'y a pas 56 cachettes et en fait l'homme était caché dans son dressing. En réalité, au moment où Ina est rentrée dans son appartement, la seule raison qui a fait que le mec l'a pas agressée directement, c'est parce qu'il savait pas si son copain était avec elle ou non. Le type a préféré attendre d'avoir une info sûre, et en fait, au moment où Ina a appelé son copain, le gars a eu cette fameuse information, sauf que le temps qu'il sort du dressing discrètement, Ina a eu le temps d'aller dans sa salle de bain et de s'enfermer. En y repensant, Ina elle se dit qu'elle a eu beaucoup de chance parce que si elle avait rangé ses vêtements comme d'habitude dans le dressing, elle serait tombée nez à nez avec l'agresseur qui se serait rendu compte que son mari n'était pas là et aurait donc pu passer à l'acte. Elle précise qu'aujourd'hui tout va bien, elle a déménagé avec son même copain, elle n'a jamais revu cet homme et honnêtement, on n'a jamais envie de voir cet homme non plus. Reste au Japon, frère. Je trouve l'histoire affreux parce qu'en se mettant à la place d'Ina, en fait, on peut rien faire dans ce genre de situation. Personne, quand il rentre chez lui, sécurise chaque pièce de sa maison en se disant qu'il y a potentiellement quelqu'un. C'est pas un réflexe qu'on a et c'est normal. Et si quelqu'un a véritablement pu s'infiltrer chez nous, la seule manière de le savoir, c'est soit si on tombe nez à nez avec lui, soit si on l'entend pendant qu'on est enfermé dans une pièce. Et vaut mieux être dans la deuxième situation, comme Ina, qui a eu beaucoup de chance. J'espère que ça m'arrivera jamais. Bref, il est temps de passer à la deuxième histoire, et honnêtement, c'est celle qui me fait le plus bader. Cette fois, c'est l'histoire de Tatsuo, un homme donc, qui lui est arrivé quand il était petit, à l'âge de 10 ans. L'histoire se déroule pendant la plus belle période de l'année du Japon, le Nouvel An. C'est le moment parfait pour les familles de se réunir autour d'un repas. Les rues sont bien décorées, les gens sont de bonne humeur, et en plus, Tatsuo, il a eu un petit cadeau de la part de ses grands-parents. Le ref se met bien. La soirée se passe et arrivé un moment, il se fait tard et la famille de Tatsuo décide de rentrer chez eux. Tatsuo explique qu'il habite dans une ville assez loin de ses grands-parents et que pour rejoindre les deux bouts, il est obligé de passer par une route où il y a une forêt où il n'y a aucun éclairage. La route se passe bien à tel point que Tatsuo finit par s'endormir à l'arrière de la voiture, mais au bout de quelques centaines de mètres après être rentré dans la forêt, il se fait réveiller par son père qui est en train de freiner. Tatsuo, qui sent le freinage, fait comme tout enfant curieux, se lève et regarde à travers la voiture pour voir ce qu'il y a devant. En élevant la tête, il arrive à voir grâce au phare de la voiture un corps d'enfant d'environ 1,50 m étalé sur la route. Finalement, la voiture se rapproche et Tatsuo se rend compte que c'est pas un enfant, mais une poupée d'1,50 m, taille humaine donc, qui est étalée sur la route. Après à peine 3 secondes, son père s'en rend compte aussi et décide de contourner la poupée pour continuer sa route. Pendant qu'il passe à côté, ses parents sont concentrés sur la route, mais Tatsuo, lui, décide de suivre du regard la poupée parce qu'il est intrigué et arrive à remarquer, dans le fossé de la forêt, un homme allongé qui le regarde. Tatsuo est tétanisé et décide de baisser la tête en dessous de la fenêtre pour se cacher et d'attendre qu'il arrive chez lui. Arrivé à la maison, il trouve l'ambiance un peu étrange, surtout que ses parents lui laissent regarder la télé au lieu d'aller se coucher. Bon, en vérité, au moment où il entend ça, il est refait. En plus, il a dormi dans la voiture, donc il pète la forme. Au lieu d'aller se coucher, il va regarder son animé préféré, bête de soirée. Pendant qu'il regarde son animé, il est dérangé par ses parents qui sont au téléphone fixe. Mais comme il est proche de la télé, c'est pas non plus super dérangeant, juste c'est des bruits parasites. Et du coup, pour éviter ça, comme il n'entend pas non plus trop la conversation, il augmente juste un peu le son et bam, problème résolu. L'appel se passe et quand les parents raccrochent, ils décident d'aller voir Tatsuo pour leur expliquer qu'un policier ami va venir à la maison pour leur souhaiter une bonne année. Bon, Tatsuo, il est pas con, faut pas sous-estimer les enfants dans ce genre de situation. Souvent, ils se rendent compte très rapidement qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, concrètement, Tatsuo, il sait qu'il y a un truc qui cloche. Après une trentaine de minutes, les policiers viennent et malgré le jeu d'acting pour faire croire qu'ils sont amis,
la réaction de ses parents va confirmer les doutes de Tatsuo. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, Tatsuo, il se fait des films et il se dit qu'il y a peut-être quelqu'un de sa famille qui a eu un accident sur la route en rentrant chez eux et il commence un peu à stresser. Une fois la police partie, il en parle avec ses parents qui lui répondent que tout va bien dans la famille, personne n'a fait d'accident et que s'ils étaient choqués, c'est tout simplement parce que le policier leur a annoncé qu'il allait être papa. Bon, Tatsuo, il se dit qu'il en fait peut-être un peu trop, qu'il se tourne un peu des films. Il n'est pas non plus obligé de connaître tous les amis de son père. En plus, la semaine d'après, il va voir sa famille. Tout le monde est en vie, bref, tout va bien. Bon dans le temps, et c'est que 10 ans plus tard, à 20 ans donc, que Tatsuo va avoir un flashback en voyant une poupée et va se décider à reparler de cet épisode à ses parents. Le père et la mère de Tatsuo se regardent et se décident à lui dire toute la vérité. Alors que s'est-il passé? Alors qu'il roulait pour rentrer chez eux, son père prend la fameuse route en forêt et avec l'éclairage de ses phares, remarque une silhouette d'enfant allongée sur la route. C'est à ce moment-là que Tatsuo se réveille et qu'il se rend compte à peu près en même temps que son père qu'il ne s'agit pas d'un enfant, mais d'une poupée. En rentrant à la maison, les parents de Tatsuo ont bel et bien appelé la police, qu'ils ne connaissaient évidemment pas. Et en fait, si la police est venue chez lui ce soir-là, c'est parce qu'il s'est même pas rendu compte avec son émission que ses parents étaient au téléphone pendant près de 30 minutes avec la police pour leur indiquer le lieu de où se situait la poupée. Sauf qu'en plein appel, le policier a mis court à la conversation en demandant l'adresse de ses parents et en leur disant qu'ils vont venir prendre une déposition. Le policier arrive 20 minutes plus tard dans la maison et explique aux parents de Tatsuo pourquoi il y avait cette poupée. La vérité, c'est que la poupée était positionnée sur la route pour faire croire au conducteur que c'était un enfant et donc que le conducteur s'arrête et sort de sa voiture pour l'aider. Sauf que ce qu'un conducteur peut pas voir, c'est que dans chaque fossé de la route, il y avait une dizaine d'hommes avec des armes blanches prêts à intervenir pour prendre en embuscade la voiture qui s'arrêterait. Il n'y avait donc pas un homme comme pensait l'avoir Tatsuo, mais bel et bien un groupe d'hommes qui étaient prêts à le kidnapper. Sans savoir si le père de Tatsuo s'était complètement arrêté et sorti de la voiture, personne ne sait ce qui lui serait arrivé à lui et à sa famille. L'histoire n'a pas réellement traumatisé Tatsuo, puisqu'il l'a appris des années plus tard grâce à ses parents qui l'ont protégé. Mais moi, si j'étais son pote, juste pour la vanne, je l'aurais emmené au village de Nagoro. Bon, passons maintenant à la troisième histoire qui va terroriser les gens qui ont un chien et qui font des promenades avec. La troisième histoire, c'est celle de Mei, qui est plus âgée que les deux autres, puisqu'elle a, au moment des faits, 25 ans. Mei, elle a une vie de série américaine. Elle a sa petite maison dans une petite ville, elle a un mari et elle a un chien. Détail ultra important, son chien, c'est un labrador. Alors, vous tiltez peut-être pas comme ça, mais elle explique qu'au Japon, c'est très rare d'avoir des labradors, tout simplement parce qu'il n'y en a pas en fait dans le pays, et c'est très dur d'en acheter un. En fait, 90% des chiens au Japon sont au maximum de taille moyenne, sauf les Akita qui sont des grosses boules de poils, et donc il y a très peu de chiens puissants comme nous on connaît en Europe avec les Staff, les Pitbull, les Doberman ou du coup encore les Labradors. Autre détail, je connais pas très bien les lois au Japon, mais le Labrador c'est un chien de catégorie 8 sur 10 en Europe. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, les chiens de catégorie 1, c'est ceux qui sont considérés avec un instinct animal plus agressif que les autres si on les éduque mal. Donc, catégorie 8 sur 10, le chien, malgré sa taille, il n'est pas considéré comme un chien dangereux du tout, et Mei peut donc le promener sans laisse. Détail qui a son importance. Un soir d'hiver, Mei voit que son chien bouge dans tous les sens et comprend donc qu'il a envie de sortir. Comme d'habitude, elle enfile une veste, appelle son chien et part faire le tour du quartier habituel. Elle met une image approximative de son tour où elle explique qu'en fait, elle passe par devant chez elle, elle contourne sa rue pour arriver dans un parc résidentiel, pour arriver ensuite de l'autre côté et retourner chez elle. Promenade plutôt classique. Donc Mei fait son tour, ça se passe bien, son chien fait ses besoins, et arrivée au parc, elle sent une odeur bizarre. Quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de sentir. Ça l'intrigue parce que normalement un parc ça sent rien, et là l'odeur elle est vachement forte. Mais comme elle voit que son chien il est pressé, elle se dit que c'est une remontée d'égout, ça pue, c'est pas grave, c'est l'affaire de 10 minutes, elle fait abstraction. Mais il dit que le parc est pas beaucoup éclairé parce que la moitié des lumières fonctionnent pas, mais que comme c'est l'hiver et que tout est blanc, la lumière reflète pas mal et du coup, elle arrive quand même à voir à peu près 10 mètres. Arrivé au milieu du parc, son chien qui n'en peut plus depuis 10 minutes se précipite dans un buisson pour faire ses besoins et Mei le perd de vue. Mei attend donc immobile, seule, que son chien finisse dans un parc sombre et elle se sent pas bien. Pire que ça, même si à ce moment précis, elle regarde en direction de là où est parti son chien, elle est persuadée de voir dans sa vision périphérique, en dessous d'un lampadaire au loin, une silhouette d'homme. Au bout de quelques secondes à faire croire qu'elle regardait un peu partout, elle se retrouve à regarder pile dans la direction de l'homme et là, elle reste figée. Alors qu'elle espérait voir un voisin ou une autre personne balader son chien, l'homme qui est à l'autre bout du parc, qu'elle voit seulement parce qu'il est juste en dessous d'une lumière, est un homme mince et grand avec un grand sourire et a dans sa main droite un énorme couteau. Mei est pétrifiée, elle voit très clairement que le mec la fixe depuis plusieurs secondes, qu'il n'a pas l'air dans un état normal et qu'il a une très mauvaise intention. Après quelques secondes à la fixer, l'homme se met à courir vers elle en riant
Et malheureusement, Mei, qui est littéralement paralysée de peur, n'arrive même pas à bouger ses doigts. Elle dit qu'à ce moment-là, pour elle, c'est fini, parce qu'elle sait très bien que c'est pas une grande sportive, et que donc si elle se met à courir, l'homme finirait par la rattraper. L'homme qui court maintenant depuis quelques secondes se retrouve à peine une dizaine de mètres de Mei, quand tout d'un coup, le chien de Mei sort du buisson, saute sur l'homme qui est surpris et qui en perd son arme. En voyant que le mec perd son arme, Mei, elle est rassurée, sauf que maintenant, elle a peur pour son chien. Heureusement, au bout de 10 secondes, son chien obéit et revient vers elle tout en montrant les dents en direction de l'homme, et Mei voit le mec partir en courant. Une fois que le mec est bien loin, Mei fait quelque chose qu'on aurait tous fait. Elle tape le sprint de sa vie pour rentrer chez elle. Logique. En rentrant chez elle, elle explique tout à son mari qui s'empresse de vouloir appeler la police, mais se fait interrompre par Mei. Et il va faire un choix que vous comprendrez peut-être pas, mais elle dit qu'elle ne veut pas tout dire à la police pour la raison que si son chien a mordu à sang l'homme en question, ça voudrait dire qu'il devra se faire piquer et donc mourir pour l'avoir protégé. Son mari, lui, comprend et demande donc s'il n'y a pas une autre preuve qui pourrait prouver qu'il y avait un individu dangereux dans le parc pour le montrer à la police et forcer la ville à installer des caméras dans le parc. Mais qui a depuis le temps un peu repris ses émotions, réfléchit et se souvient que le couteau était tombé et le dit à son mari. Son mari se lève et dit qu'il va retourner sur les lieux pour retrouver ce couteau et dire à la police que quelqu'un se baladait avec une arme dans le parc. Ah, il a une paire de couilles colossale, qu'on se le dise. Sauf que Mei, elle vient d'avoir la peur de sa vie et pour elle, c'est hors de question de rester toute seule à la maison. Elle sait pas si le mec l'a suivie, elle sait pas si elle est vraiment en sécurité chez elle. Si son mari va à un point B, elle va à un point B avec lui. Et on aurait fait pareil. De retour sur les lieux, gros coup de froid pour Mei, puisque le couteau n'est plus là. Au-delà du fait que Mei elle perd une preuve pour la police, ça veut surtout dire que le mec, il n'est pas parti si loin que pensait Mei et qu'il est revenu sur les lieux pour récupérer son couteau. Pire que ça veut peut-être aussi dire que le mec est pas loin d'eux, qu'il est en train de les regarder et qu'il prépare peut-être quelque chose. Le couple est pressé de rentrer, même le mari avec une paire de couilles colossales commence à sentir le danger arriver. Mais juste avant, le mari arrive à trouver par terre, grâce à l'odeur, un mégot. En fait, l'odeur qu'avait senti Mei en arrivant dans le parc, c'était pas une odeur d'égout, mais une odeur de drogue, sauf qu'au Japon, comme c'est beaucoup moins répandu qu'en France, Mei, elle a jamais connu ou bien jamais fait le rapprochement entre cette odeur et la drogue. Mei explique qu'elle a pu porter plainte grâce à cette preuve de drogue, et comme c'est pris très sérieusement au Japon, la mairie a décidé d'installer des caméras dans le parc. Mauvaise nouvelle, l'homme en question n'a jamais été retrouvé, et personne ne sait à l'heure d'aujourd'hui où ce mec se trouve et ce qu'il s'apprête à faire. Mais le chien est toujours en vie. Même si je suis plutôt chat, j'avoue que là les chiens ils viennent de gratter des points avec cette histoire. Bref, la vidéo était différente des autres, même si je continue de raconter des histoires, c'était pas celle d'une personne au destin incroyable. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime et un commentaire. Sur ce, ciao!